Est-ce que tu as déjà regardé le ciel la nuit et ressenti quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer? Pas de la peur exactement, pas de la curiosité non plus. Quelque chose entre les deux, un frisson, l'impression que derrière ce noir, il y a quelque chose qui te regarde en retour. Eh bien, ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, ça va changer ta façon de regarder ce ciel pour toujours. Parce que le télescope James Webb, le plus puissant instrument que l'humanité ait jamais construit, vient de regarder plus loin que nous ne l'avions jamais fait. Et ce qu'il a trouvé n'aurait pas dû être là. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, ce sont des données, des observations réelles, des chiffres qui ne rentrent dans aucun modèle connu, des structures qui, selon nos meilleures théories de l'univers, ne peuvent tout simplement pas exister. Alors la question que je te pose, et c'est la question qui a empêché des centaines d'astrophysiciens de dormir ces 2 dernières années, c'est celle-ci. Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'univers était faux, pas partiellement faux, pas légèrement inexact, fondamentalement, radicalement, totalement faux, reste là. Parce que dans les prochaines minutes, je vais t'emmener au bord de 5 abysses, 5 découvertes du James Webb qui ont fait trembler la cosmologie moderne. 5 anomalies qui, pour certaines d'entre elles, n'ont toujours pas d'explication. Et certaines de ces anomalies sont franchement terrifiantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te planter le décor. Parce que pour comprendre pourquoi ce que James Webb a découvert est aussi bouleversant, tu dois d'abord comprendre ce qu'on attendait qu'il trouve. Le télescope spatial James Webb, qu'on appelle souvent simplement JWST pour James Webb Space Telescope, a été lancé le 25 décembre 2021. Oui, le jour de Noël. C'est un détail qui me fascine toujours, comme si l'humanité s'offrait à elle-même le cadeau le plus étrange et le plus magnifique de son histoire. Ce télescope, c'est le résultat de 25 ans de travail. 25 ans, 10 milliards de dollars. La contribution de 10 à 7 pays, 3500 ingénieurs, scientifiques et techniciens. Et son miroir principal, ce miroir en or, qui fait désormais partie de l'imaginaire collectif, mesure 6,5 mètres de diamètre. C'est environ 2,5 fois la surface du miroir de Hubble, mais le chiffre qui compte vraiment, celui qui change tout, c'est celui-là. James Webb peut voir des objets émettant de la lumière il y a 13,6 milliards d'années. Pour mettre ça en perspective, l'univers a approximativement 13,8 milliards d'années. On parle donc d'observer des structures qui existaient à peine 200 millions d'années après le Big Bang. 200 millions d'années, ça paraît énorme, non? Mais à l'échelle de l'univers, c'est l'équivalent de regarder un bébé humain 1 heure après sa naissance. Un nouveau-né, minuscule, vulnérable, à peine formé. Et c'est précisément là que les choses deviennent étranges. Parce que ce qu'on a trouvé dans ce berceau cosmique, dans cet univers tout juste né, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Loin de là. Alors voilà le problème, et écoute bien, parce que c'est fondamental. Pendant des décennies, les cosmologistes ont construit un modèle. Un modèle magnifique, cohérent, élégant. On l'appelle le modèle cosmologique standard, ou encore Lambda CDM pour Lambda Cold Dark Matter. Ce modèle, c'est notre meilleure tentative pour décrire comment l'univers est né, comment il a évolué et comment il ressemble aujourd'hui. Et ce modèle prédit des choses très précises, notamment dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, l'univers était relativement simple. La matière s'était à peine structurée, les premières étoiles commençaient tout juste à s'allumer, les premières galaxies, elles, étaient petites, immatures, des objets compacts et chaotiques encore en train de se former. C'est ce que tout le monde attendait, c'est ce que des décennies de simulation informatique avaient prédit, c'est ce que Hubble avait entrevu, même si sa résolution ne lui permettait pas de vraiment plonger dans ces époques reculées. Et puis, James Webb a ouvert les yeux. Et tout s'est effondré. Voilà le moment que j'aime dans ce genre de récit. Ce moment où tu crois que tu tiens la vérité dans ta main, que le tableau est complet,
que tu comprends enfin comment ça marche, et puis quelque chose de petit, de discret, de presque anodin, vient tout renverser. Ce n'est pas une découverte dramatique avec des éclairs et du tonnerre, non. C'est quelque chose de bien plus insidieux. Ce sont des points de lumière dans une image, des spectres de galaxies, des courbes sur un graphique, des données qui ne collent pas. Et ces données-là ont poussé certains des plus grands astrophysiciens du monde à écrire des phrases que personne n'aurait imaginé lire dans une publication scientifique sérieuse. Des phrases comme « Ces résultats sont en contradiction profonde avec notre compréhension actuelle de la formation des galaxies » ou encore « Si ces observations sont confirmées, nous devrons peut-être repenser entièrement notre modèle cosmologique. » Peut-être repenser entièrement le modèle cosmologique. Dis-toi bien ce que ça signifie. On ne parle pas d'ajuster un paramètre ici ou là. On parle de remettre en question les fondations mêmes de notre compréhension de l'univers. Et moi, franchement, je trouve ça magnifique et terrifiant. En même temps, allez, plongeons dans le premier abîme, la première anomalie. Par où commencer? Commençons par une image. Une image que tu as peut-être vue sur les réseaux, dans les journaux, dans des documentaires. Une image qui ressemble à une explosion de couleurs et de lumière. Des galaxies par milliers, entassées dans un rectangle d'espace minuscule. C'est la première image publique du James Webb, publiée en juillet 2022 par la NASA. Elle s'appelle SMAC 0723. C'est un amas de galaxies situé à environ 4,6 milliards d'années-lumière de nous. Et cet amas fait office de lentille gravitationnelle, c'est A, dire que sa masse immense déforme l'espace-temps autour de lui, amplifie la lumière d'objets encore plus lointains et nous permet de voir des galaxies qui se trouvent derrière lui à des distances encore plus faramineuses. Cette image, quand elle est arrivée, tout le monde a dit « Waouh, c'est magnifique !» Et c'est vrai, c'est magnifique. Mais personne ou presque n'a parlé de ce qui se cachait dans cette image, de ce que les spectroscopistes ont trouvé en analysant la lumière de ces petits points brillants. Quelques semaines après la publication, une équipe de chercheurs de l'Université de Texas, l'équipe du programme GLASS JWST, dirigée par des chercheurs comme Marco Castellano et Rohan Naidu, a annoncé avoir identifié dans les premières images web 2 candidates à galaxies extrêmement lointaines. 2 objets qui, si leur distance était confirmée, se trouveraient à un redshift supérieur à 12. Ce qui signifie qu'on observe leur lumière telle qu'elle était il y a plus de 13 milliards d'années. Attends, laisse-moi reformuler. Ces galaxies existaient quand l'univers avait moins de 400 millions d'années. Moins de 400 millions d'années. Et elles étaient déjà massives. Voilà ce qui a fait trembler les chercheurs. Pas leur existence en tant que telle, mais leur masse, leur taille, leur structure. La galaxie baptisée GLASS, Z13, et le Z signifie redshift, c'est à dire décalage vers le rouge dû à l'expansion de l'univers. Cette galaxie aurait une masse stellaire d'environ 1 milliard de fois la masse de notre Soleil. Peut être plus, et là tu vas me dire, d'accord, 1 milliard de masse solaire, c'est beaucoup, mais bon, nos galaxies modernes en ont bien plus, la Voie lactée en a plusieurs centaines de milliards, c'est vrai. Mais là n'est pas la question. La question c'est, comment est-ce possible qu'en moins de 400 millions d'années après le Big Bang, une galaxie ait pu accumuler 1 milliard de masse solaire? Parce que nos modèles prédisent que ça prend du temps, beaucoup de temps. La matière doit se refroidir, se contracter, former des nuages. Ces nuages s'effondrent, des étoiles naissent, ces étoiles meurent, leurs résidus se recycler en nouvelles générations d'étoiles. Tout ça prend des milliards d'années, normalement. Mais là, en 400 millions d'années, il y avait déjà une galaxie structurée, massive, avec une population d'étoiles abondante. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Sauf que c'est pas une exception. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Parce que GLASS Z13 n'était pas seul. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, d'autres équipes ont fouillé les premières données de James Webb et ont trouvé d'autres candidats, des dizaines d'autres.
Des galaxies massives, structurées, abondantes en étoiles, toutes situées à des époques où elles n'auraient pas dû être si développées. En février 2023, une étude publiée dans la revue Nature, l'une des publications scientifiques les plus respectées au monde, a fait l'effet d'une bombe. Une équipe dirigée par l'astronome Ivo Labbé de l'université de Swinburne en Australie a annoncé avoir découvert 6 galaxies candidates qui, si leur redshift était confirmé, seraient parmi les plus massives jamais observées à ces époques précoces de l'univers. Ces 6 galaxies, et je cite presque littéralement, le langage de l'article défie les modèles théoriques actuels de formation des galaxies. 6 galaxies massives, primordiales, impossibles selon nos théories. L'une d'elles aurait une masse estimée à 100 milliards de fois la masse de notre Soleil. 100 milliards. Autant que notre Voie lactée entière. Et elle aurait atteint cette masse quand l'univers avait à peine 700 millions d'années. Alison Kirkpatrick, une astrophysicienne de l'université du Kansas et membre de l'équipe, a dit quelque chose que je vais te répéter parce que ça résume parfaitement la situation. Elle a dit, et je traduis de l'anglais, « J'ai eu des frissons. Ces galaxies ne devraient pas exister. Ces galaxies ne devraient pas exister. » Voilà, c'est dit. Alors évidemment, certains chercheurs ont voulu tempérer l'enthousiasme. Et c'est sain. C'est la science qui fonctionne correctement. On a dit, attendez, les redshifts ne sont pas encore confirmés par spectroscopie. Peut-être que ces objets sont moins lointains qu'on le pense. Peut-être qu'il y a des biais dans nos mesures. Et c'est vrai, dans les premières semaines, les distances de ces galaxies étaient estimées à partir de photométrie, c'est-à-dire en mesurant la façon dont leur lumière est distribuée selon les différentes longueurs d'onde. C'est une technique puissante, mais imparfaite. Les vraies confirmations devaient venir de la spectroscopie, une méthode bien plus précise, qui décompose la lumière d'un objet et permet de lire sa composition chimique, sa vitesse et donc sa distance réelle. Alors les chercheurs ont attendu, avec une impatience que j'imagine à peine, et les confirmations spectroscopiques sont arrivées, une par une. Et elles ont confirmé les mesures photométriques. Ces galaxies sont bien là où on pensait. Peut-être même encore plus loin. La galaxie dite Mésis Galaxy, baptisée ainsi, parce que sa découverte a été annoncée le jour de l'anniversaire de la fille du chercheur principal, Steven Finkelstein de l'Université du Texas a été spectroscopiquement confirmé à un redshift de 11,4. Elle existait quand l'univers avait environ 430 millions d'années. Et elle est massive. Et elle est structurée. Et nos modèles ne savent pas comment elle a fait pour être là. Voilà le truc qui me fascine dans cette anomalie. Ce n'est pas l'existence d'une galaxie bizarre, c'est le nombre, c'est la fréquence. C'est le fait que James Webb, à chaque fois qu'il pointe vers ces époques reculées, trouve des objets qui n'auraient pas dû être là. C'est comme si tu arrivais dans une ville que tu pensais déserte et que tu découvres qu'elle est pleine de monde, vivante, bruyante, active, et que tu te demandes mais depuis combien de temps tout ça existe? Est-ce qu'on a vraiment compris quelque chose à ce lieu? Alors les théoriciens travaillent d'arrache-pied. Ils proposent des hypothèses. Peut-être que les premières étoiles étaient beaucoup plus massives que ce qu'on pensait, et donc capables de produire plus de matière recyclable plus rapidement. Peut-être que la matière noire, cette substance mystérieuse qui constitue environ 27% de l'univers, joue un rôle différent de celui qu'on lui attribue dans les modèles de formation des structures. Peut-être que nos modèles de formation des galaxies ont simplement un paramètre fondamental qui est faux. Mais voilà ce qu'on ne sait pas. Et ce « on ne sait pas » pèse lourd. Parce que si nos modèles de formation des galaxies sont fondamentalement erronés, qu'est-ce que ça implique pour notre compréhension de l'univers dans son ensemble? Je te laisse penser à ça pendant qu'on passe à la deuxième anomalie. Et celle-là est encore plus profonde. La deuxième anomalie, il y a une tension dans l'univers. Non, pas une tension métaphorique, une tension réelle, mesurable, quantifiable. Et cette tension est en train de déchirer
la cosmologie moderne. Voici le problème, résumé le plus simplement possible. L'univers est en expansion. Ça, on le sait depuis Edwin Hubble en 1929. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace lui-même s'étire, et le taux d'expansion, c'est A, dire la vitesse à laquelle l'espace grandit, s'appelle la constante de Hubble, notée H0. Cette constante, c'est l'un des paramètres fondamentaux de l'univers. C'est comme la fréquence cardiaque du cosmos. Si tu la connais précisément, tu peux calculer l'âge de l'univers, son destin ultime et une kyrielle d'autres choses fondamentales. Sauf qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur sa valeur. Et ce désaccord est gigantesque. Il y a deux façons principales de mesurer la constante de Hubble. La première méthode regarde le fond diffus cosmologique qu'on appelle parfois le CMB pour Cosmic Microwave Background. C'est le rayonnement résiduel du Big Bang, une sorte d'écho thermique de la naissance de l'univers. En analysant ce rayonnement avec des instruments comme le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, on peut déduire la valeur de H0 pour l'univers primordial. La valeur obtenue par cette méthode est d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode regarde l'univers local, c'est à dire les galaxies relativement proches de nous. En utilisant ce qu'on appelle les chandelles standards des objets astronomiques, dont on connaît la luminosité intrinsèque, comme les céphéides ou les supernovae de type, on peut mesurer les distances et les vitesses de récession des galaxies et en déduire H0 à partir de ces données locales. Et cette valeur-là, elle est d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. 67,4 d'un côté, 73 de l'autre. La différence paraît petite, non? Moins de 10%, mais en cosmologie, cette différence est énorme. Elle est en dehors des marges d'erreur des deux méthodes. C'est pas une question de mauvaise mesure, c'est pas une erreur de calcul. C'est une contradiction fondamentale entre deux méthodes rigoureuses qui devraient trouver la même valeur. Et cette contradiction, les scientifiques lui ont donné un nom, la tension de Hubble. Cette tension existe depuis plusieurs années. Depuis l'ère Hubble, les mesures locales donnaient systématiquement une valeur plus haute que les mesures du CMB. Certains espéraient que c'était un problème instrumental, que quand on mesurerait mieux, quand on aurait des données plus précises, les deux valeurs finiraient par converger. C'est pour ça que James Webb était attendu avec une telle impatience par les cosmologistes. Parce que JWST pouvait observer les céphéides, ces étoiles variables dont la luminosité oscille, avec une période précise, directement liée à leur luminosité absolue, avec une résolution et une précision jamais atteintes auparavant. Il pouvait mesurer les distances avec une précision suffisante pour savoir si la tension de Hubble était un artefact instrumental ou un vrai problème physique. Alors quand James Webb a tourné ses miroirs vers les céphéides des galaxies proches, tout le monde a retenu son souffle. Et la réponse est arrivée. Et elle n'était pas rassurante. En février 2023, l'équipe S0ES, qui est l'acronyme de Supernova, S0 for the Equation of State of Dark Energy, dirigée par le prix Nobel Adam Ries, a publié ses premières mesures de céphéides avec James Webb. L'équipe avait mesuré des céphéides dans 7 galaxies hautes de supernovae de type Ia, et les résultats étaient sans ambiguïté. La tension de Hubble ne disparaît pas avec James Webb, au contraire. Les mesures de JWST confirment les mesures de Hubble. La valeur locale de la constante de Hubble est bien aux alentours de 73. La tension est réelle. Elle n'était pas un artefact des limites de Hubble. Adam Ries lui-même, encore une fois, prix Nobel de physique 2011, a déclaré « Avec James Webb, nous avons éliminé la possibilité que cette tension soit due à des erreurs de mesure. Elle est réelle. Elle est réelle. » Pause. Laisse ça s'installer. La tension de Hubble est réelle. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème instrumental, c'est un vrai désaccord entre deux façons cohérentes de mesurer l'expansion de l'univers. Et cela signifie que soit notre physique
de l'univers primordial est fausse, soit notre physique de l'univers local est fausse, soit hypothèse la plus vertigineuse. Les deux sont fausses parce que notre cadre théorique fondamental est incomplet. Il y a une troisième hypothèse qui circule dans les couloirs des départements de cosmologie et qui est encore plus troublante. Elle propose que la constante de Hubble peut être pas une constante du tout. Que la vitesse d'expansion de l'univers aurait évolué différemment dans le passé et dans le présent de façon qui n'est pas capturée par notre modèle standard. Et si c'est le cas, si l'expansion de l'univers n'a pas suivi la trajectoire qu'on pensait, alors notre calcul de l'âge de l'univers pourrait être faux. Notre compréhension de l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui représente 68% de l'univers, et que l'on pense responsable de l'accélération de l'expansion, pourrait être fondamentalement incorrecte. Et tu vois où je veux en venir ? On ne parle plus d'une petite anomalie marginale. On parle d'un crack dans les fondations mêmes de notre cosmologie. Et voilà ce qui me hante dans cette anomalie-là, plus que toutes les autres. C'est son caractère silencieux, discret, presque banal dans sa formulation. 67,4 contre 73. 5 petits kilomètres par seconde par mégaparsec de différence. Et pourtant, si cette différence est réelle et non expliquée, et elle l'est, alors notre tableau de l'univers est fondamentalement incomplet. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, quelque chose d'important, peut-être quelque chose de crucial. Certains chercheurs pensent que la solution pourrait venir d'une nouvelle forme d'énergie sombre. Une énergie sombre qui aurait changé de nature au cours du temps. D'autres pensent qu'il faut invoquer une forme exotique de matière noire, qu'on appelle parfois la matière noire chaude, qui aurait joué un rôle dans les premiers instants de l'univers. D'autres encore proposent qu'il faille modifier notre théorie de la gravitation elle-même, la relativité générale d'Einstein, pour rendre compte de ce comportement anormal. Chacune de ces hypothèses est fascinante. Chacune est en cours d'investigation. Et aucune n'est encore suffisamment étayée pour être considérée comme la réponse. Ce qui veut dire que, pour l'instant, la tension de Hubble reste une énigme ouverte. Une fissure dans notre compréhension du cosmos, une fissure que James Webb a rendue plus visible, plus nette, plus indéniable que jamais. Et il faut vivre avec ça, pas confortablement, mais honnêtement, bien. Respire. Parce que la troisième anomalie, elle, est d'une nature complètement différente. Plus proche, plus personnelle, peut-être, et c'est le mot qui convient, plus directement lié à notre propre existence. La troisième anomalie, le 8 septembre 2022. Une date que peu de gens retiennent parmi le grand public, mais qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté scientifique. Ce jour-là, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont annoncé que le James Webb avait détecté quelque chose dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Quelque chose que personne ne s'attendait vraiment à trouver. Du dioxyde de carbone, CO2, le gaz que tu expires en ce moment même. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi c'est important et pourquoi ça ne s'arrête pas là. La planète en question s'appelle WASP 39b. C'est une géante gazeuse, une planète beaucoup plus grande que Jupiter, qui orbite à une distance très proche de son étoile, une étoile de type solaire, à environ 700 années-lumière de nous. C'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud, une catégorie de planètes que l'on pensait particulièrement inhospitalière à toute forme de vie complexe. Et effectivement, WASP 39b n'est pas une candidate sérieuse à l'habitabilité. Sa température de surface avoisine les 900 degrés Celsius, son orbite est tellement serrée qu'une année sur cette planète dure à peine 4 jours terrestres. Ce n'est pas un endroit où tu voudrais vivre. Mais voilà ce qui est extraordinaire. James Webb a analysé la lumière de l'étoile filtrée à travers l'atmosphère de WASP 39b lors de ses transits. C'est à dire chaque fois que la planète passe devant son étoile, et il a réussi à décomposer cette lumière pour identifier les empreintes chimiques des différentes molécules présentes dans cette atmosphère. Et parmi elles, dioxyde de carbone, eau, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, sodium, potassium,
La liste est déjà impressionnante. Mais c'est pas ça qui a vraiment retenu l'attention des exobiologistes. Ce qui a retenu l'attention, c'est la méthode. Parce que James Webb venait de démontrer, pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, qu'il était capable de lire la composition chimique détaillée de l'atmosphère d'une planète à des centaines d'années-lumière. Et si WASP 39b n'est qu'un test, qu'un calibrage, imagine ce qui va se passer quand on va pointer ces mêmes instruments vers des planètes rocheuses, vers des planètes dans la zone habitable, vers des planètes comme la Terre. Mais restons sur les données disponibles, parce que la suite est encore plus troublante. En avril 2023, une étude portant sur un autre système planétaire a fait une annonce qui a provoqué des débats houleux dans la communauté scientifique. L'équipe de Niku Madhusudan de l'université de Cambridge a annoncé avoir détecté des signes potentiels d'une molécule dans l'atmosphère d'une planète baptisée K2, 1,8b. Cette molécule s'appelle le sulfure de diméthyle, DMS pour les anglophones. Et le sulfure de diméthyle sur Terre n'est produit que par des organismes vivants, essentiellement des phytoplanctons marins. Donc tu comprendras l'électrochoc. K2, 1,8b, est une planète de 2 fois et demi. À 2 fois le rayon de la Terre, une catégorie qu'on appelle mini-Neptune ou Hytian World, selon ses caractéristiques supposées, et elle orbite dans la zone habitable de son étoile, une naine rouge à 120 années-lumière de nous. La zone habitable, c'est la région autour d'une étoile où la température permettrait à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Et James Webb peut être détecté une biosignature dans son atmosphère. Maintenant, soyons honnêtes, parce que c'est important d'être honnête ici. L'équipe de Madhusudan a elle-même été extrêmement prudente dans ses déclarations. Ils ont parlé de signal tentatif, de confirmation nécessaire. Ils ont clairement dit que cette détection restait à confirmer et que d'autres observations supplémentaires seraient indispensables avant de tirer quelque conclusion que ce soit. Et d'autres chercheurs ont été encore plus sceptiques. Certains ont souligné que le signal pourrait être dû à d'autres molécules dont les empreintes spectrales sont proches de celles du DMS. D'autres ont noté que les conditions physiques d'une Hytian World, une planète hypothétiquement couverte d'un océan sous une atmosphère riche en hydrogène, sont encore mal comprises et qu'on ne peut pas exclure des processus géochimiques non biologiques pour produire ce genre de signal. Peut-être que c'est une erreur de mesure, peut-être que c'est une molécule abiotique qui ressemble à du DMS, peut-être que c'est un artefact, mais voilà ce qui ne peut pas être contesté. James Webb a prouvé qu'il était capable de détecter ce genre de molécules dans des atmosphères exoplanétaires. Et ce faisant, il a ouvert une fenêtre que l'on n'avait jamais pu entrouvrir auparavant. Et si la réponse à la question la plus fondamentale de l'humanité, sommes-nous seuls, se cachait dans la lumière filtrée d'une planète lointaine, alors James Webb est l'instrument qui nous en rapprochera. Mais tu vois, ce qui me frappe dans cette anomalie, c'est moins la détection elle-même qui reste incertaine que ce qu'elle révèle sur notre capacité à répondre à cette question. On a construit un télescope qui peut, depuis notre système solaire, analyser la chimie de l'atmosphère d'une planète à 120 années-lumière. C'est comme si tu pouvais tenir une feuille devant toi et lire sa composition chimique en regardant la façon dont elle filtre la lumière d'une bougie se trouvant à l'autre bout d'une ville. Et le fait que cet instrument puisse peut-être avoir déjà détecté les premiers indices d'une vie extraterrestre à son tout début de fonctionnement, c'est vertigineux, absolument vertigineux. Mais gardons la tête froide, parce que la 4e anomalie, elle, n'est pas tentative. Elle n'est pas soumise à interprétation. Elle est là, dans les données, et elle est profondément troublante. La 4e anomalie. Pour comprendre celle-là, je dois d'abord t'expliquer quelque chose. L'univers n'est pas homogène, il n'est pas uniformément rempli de matière. Au contraire, à grande échelle, l'univers ressemble à une toile d'araignée gigantesque, une structure en réseau que les astrophysiciens appellent le réseau cosmique ou la toile cosmique, des filaments de matière,
des filaments de gaz, de galaxies, de matières sombres qui s'étirent sur des centaines de millions d'années-lumière, se rejoignent en des nœuds qu'on appelle superamas de galaxies, et entre lesquels s'étendent des vides immenses, presque totalement déserts. Cette toile cosmique, nos simulations informatiques la reproduisent avec une précision remarquable. Le modèle lambda CDM, en simulant les 380 000 premières années de l'univers, à partir des fluctuations du CMB, prédit une structure à grande échelle qui ressemble énormément à ce qu'on observe. C'est l'une des plus belles réussites de la cosmologie moderne. La correspondance entre simulation et observation est extraordinaire. Sauf que James Webb a découvert quelque chose dans cette toile cosmique qui ne devrait pas être là. En novembre 2022, une équipe internationale a publié une analyse de la distribution de la matière dans une région du ciel observée par James Webb. Et dans cette analyse, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Des concentrations de galaxies extrêmement précoces des protoamas, des structures qui ressemblent à des nœuds de la toile cosmique, à des époques où nos modèles prédisent que ces structures n'auraient pas dû encore exister. Autrement dit, la toile cosmique s'est formée plus vite que prévu. Les grandes structures, les filaments, les superamas, les vides se sont mis en place bien avant que nos simulations ne le prédisent. Et ça, c'est un problème sérieux, parce que la formation des structures dans l'univers est directement liée à la nature de la matière noire. C'est la matière noire, cette matière invisible, qui n'interagit pas avec la lumière, mais qui exerce une attraction gravitationnelle qui joue le rôle de graine autour de laquelle la matière ordinaire s'accumule pour former des galaxies et des amas de galaxies. Si les structures se forment trop vite, c'est peut-être parce que la matière noire se comporte différemment de ce qu'on pense. Ou bien c'est parce qu'il y a davantage de matière noire qu'on ne l'imaginait. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vertigineuse, c'est parce que la matière noire n'est pas du tout ce qu'on pense qu'elle est. La matière noire. Permettons-nous une petite pause sur ce sujet, parce qu'il mérite qu'on s'y attarde. On sait que la matière noire existe, enfin, on sait que quelque chose d'invisible et de massif existe dans l'univers, on l'infère de ses effets gravitationnels, les galaxies tournent trop vite par rapport à ce que leur masse visible permettrait, les amas de galaxies dévient la lumière plus qu'ils ne le devraient avec leur seule masse visible. Le fond diffus cosmologique montre des fluctuations qui impliquent l'existence d'une matière non lumineuse. Mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais détecté directement une particule de matière noire. Les candidats les plus populaires, les WIMP, les actions, les neutrinos stériles, n'ont pas encore été trouvés expérimentalement malgré des décennies de recherche. Et voilà ce que James Webb ajoute à ce mystère. Non seulement on ne sait pas ce qu'est la matière noire, mais on commence à avoir des raisons de penser qu'elle se comporte différemment de ce qu'on lui attribue dans nos modèles. Et si le comportement de la matière noire est différent de ce qu'on pense, alors tout ce qu'on a simulé, tout ce qu'on a prédit, tout ce qu'on croyait comprendre sur la formation des structures dans l'univers est potentiellement remis en question. Toute la toile, tous les filaments, tous les vides, tout le réseau cosmique. C'est comme construire une maison en pensant que le béton a une certaine résistance et découvrir qu'il est fondamentalement différent de ce qu'on croyait. La maison est peut être encore debout. Mais les fondations sont incertaines. Et il y a une découverte spécifique de James Webb dans ce domaine qui m'a personnellement donné des frissons. En 2023, une équipe a utilisé James Webb pour observer des lentilles gravitationnelles faible Wick Gravitational Lancing en anglais. Cette technique utilise la façon dont la gravité courbe légèrement la lumière des galaxies situées en arrière-plan pour cartographier la distribution de la matière visible et invisible dans les régions d'avant-plan. Et les cartes de distribution de matière obtenues par James Webb dans certaines régions montrent des inhomogénéités, des grumeaux, des concentrations qui ne correspondent pas exactement aux prédictions des simulations. C'est pas énorme, c'est pas une déviation spectaculaire, mais c'est là.
Et c'est statistiquement significatif. Et ça s'inscrit dans une tension plus large différente de la tension de Hubble, mais liée qu'on appelle la tension S8. Cette tension concerne le paramètre qui décrit les fluctuations de la matière dans l'univers. Les mesures locales, incluant celles de JWST, tendent à trouver une valeur légèrement plus basse que ce que le modèle standard, calibré sur le CMB, prédit. 2 tensions, 2 désaccords entre modèle et observation, 2 fissures, et toutes les deux confirmées et accentuées par James Webb. Voici ce que j'aime dans cette anomalie, et ce qui en fait une source d'un inconfort profond pour les cosmologistes. Elle ne touche pas un détail, elle touche la structure même de l'univers. La toile cosmique, c'est la grande architecture du cosmos. C'est le squelette sur lequel tout repose. Et si ce squelette s'est formé différemment de ce qu'on pensait, si la matière noire n'est pas ce qu'on croit, si les vides ne sont pas vides de la façon dont on l'imaginait, alors on ne comprend pas vraiment l'univers. On avait un modèle qui marchait à peu près, un modèle qu'on confondait avec la réalité. Et James Webb est en train de montrer, lentement, mais inexorablement, que ce modèle et la réalité ne se superposent pas parfaitement. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'on peut-être encore intégrer dans notre vision scientifique du monde. Des ajustements, des révisions, des améliorations du modèle. La 5e anomalie, elle, est d'une autre nature. La 5e anomalie prend un moment, vraiment. Ce que je vais te dire maintenant, c'est quelque chose que les scientifiques débattent encore, quelque chose pour lequel il n'y a pas de consensus. Et quelque chose qui, si on le prend au sérieux, si on en accepte toutes les implications, change absolument tout ce qu'on croit savoir sur l'univers dans lequel on vit. La 5e anomalie concerne la lumière elle-même, ou plutôt ce qui arrive à la lumière avant qu'elle arrive jusqu'à nous. Permets-moi de te raconter comment ça commence. Parce que, comme toutes les grandes découvertes, ça commence avec quelque chose de petit, de presque insignifiant. En analysant les spectres de galaxies très lointaines des galaxies observées à des redshifts élevés, donc à des époques très précoces de l'univers, certaines équipes utilisant James Webb ont remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont la lumière se comporte. Pour comprendre ce que j'essaie de dire, je dois t'expliquer un concept, le redshift. Quand une source lumineuse s'éloigne de nous, sa lumière est étirée. Les longueurs d'onde s'allongent. Et comme les longueurs d'onde plus longues correspondent à des couleurs plus rouges dans le spectre visible ou à l'infrarouge, au-delà du visible, on dit que la lumière est décalée vers le rouge. Plus la source est lointaine, plus elle s'éloigne vite à cause de l'expansion de l'univers, plus le décalage est important. C'est le principe du redshift cosmologique. C'est grâce à lui qu'on peut mesurer les distances et les vitesses de récession des galaxies. Et c'est là qu'une anomalie subtile mais profondément troublante est apparue dans les données de James Webb. Des chercheurs ont observé certains objets très lointains dont les spectres montrent des caractéristiques inhabituelles. Des raies d'émission ou d'absorption qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on attendrait, des incohérences dans la façon dont la lumière a été étirée par l'expansion de l'univers. Dans quelques cas, et je souligne bien que ces cas sont encore en cours d'analyse, encore soumis au débat scientifique, la lumière de certains objets semble avoir subi un double décalage, comme si elle avait traversé une région de l'univers où l'expansion se comporte différemment de la moyenne. Et certains chercheurs ont proposé une interprétation audacieuse, radicale, et pour beaucoup de leurs collègues, encore trop spéculative pour être sérieusement envisagée. Et si l'univers n'était pas homogène à grande échelle, pas dans le sens des filaments et des vides dont on parlait avant. Non. Dans un sens plus fondamental. Et si notre région de l'univers se trouvait dans une sorte de vide local, une région légèrement moins dense que la moyenne cosmique, et que cela biaisait toutes nos mesures de façon systématique, cette hypothèse, appelée le local void, ou bulle locale, par certains, n'est pas nouvelle. Mais les données de James Webb lui donnent une nouvelle acuité, une nouvelle pertinence. Et voici pourquoi c'est terrifiant. Si on vit dans un vide local, dans une bulle de sous-densité par rapport à la moyenne cosmique, alors toutes nos mesures sont biaisées. Notre mesure de la constante de Hubble, notre cartographie de la matière sombre,
notre évaluation de la densité de l'univers. Tout. Et plus insidieusement encore, si l'univers n'est pas homogène à grande échelle, si ce qu'on observe depuis notre position privilégiée n'est pas représentatif du cosmos global. Alors, le principe cosmologique, sur lequel repose toute notre cosmologie, est mis en défaut. Le principe cosmologique dit que l'univers, à suffisamment grande échelle, est homogène et isotrope. C'est à dire qu'il est à peu près pareil dans toutes les directions et en tous les points. C'est l'hypothèse de base sur laquelle on construit toutes nos équations, tous nos modèles, toute notre compréhension. Et si ce principe était faux, si notre position dans l'univers n'était pas banale mais particulière, si on se trouvait dans une région anormale, atypique, différente du reste du cosmos, alors on ne regarderait pas l'univers, on regarderait une fenêtre biaisée sur lui, une fenêtre déformante. Et tout ce qu'on pensait avoir compris serait une illusion. Je sais, c'est beaucoup. Et je veux être honnête avec toi, cette 5e anomalie, c'est la plus spéculative des 5. Ce n'est pas encore un consensus scientifique. Ce n'est pas encore une affirmation publiée dans un papier, fait avec des données solides et des statistiques inattaquables. C'est une direction de recherche. Une hypothèse que les données de James Webb rendent plus urgente d'investiguer. Mais voilà ce qui me frappe. Ce n'est pas la certitude de cette hypothèse qui me trouble. C'est le fait que James Webb, cet instrument extraordinaire construit pour répondre à des questions, a surtout, pour l'instant, généré de nouvelles questions. Des questions plus profondes, plus troublantes, plus fondamentales que celles auxquelles il devait répondre. Et les données continuent d'arriver, les analyses continuent d'être publiées, les débats continuent de faire rage dans les conférences d'astrophysique, et la communauté scientifique est dans un état rare, un état d'excitation et de vertige simultané. L'excitation de voir l'inconnu s'ouvrir devant soi, le vertige de réaliser qu'on peut-être beaucoup plus ignorant qu'on le pensait. Maintenant, je veux prendre un peu de recul avec toi, parce qu'on a traversé 5 anomalies, 5 découvertes de James Webb, qui toutes, à leur façon, posent des questions auxquelles la science n'a pas encore de réponse. Et je veux qu'on parle de ce que ça signifie, pas juste scientifiquement, mais dans un sens plus large. Parce que je pense que ces découvertes nous disent quelque chose d'important sur la nature même de la connaissance, sur ce que c'est que de comprendre. Pendant des siècles, les humains ont regardé le ciel et se sont racontés des histoires, des mythes, des contes, des explications qui donnaient du sens à l'inconnu. Puis, la science est arrivée et elle a remplacé ces histoires par quelque chose de plus robuste. Des données, des mesures, des modèles testables et falsifiables. Et pendant un moment, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, il y avait dans la communauté scientifique une sorte d'optimisme, presque de certitude, que les grandes questions allaient être résolues, que le modèle cosmologique standard était correct dans ses grandes lignes, que la physique des particules avait à peu près tout identifié, que l'image était complète. Et puis James Webb a levé ses miroirs vers l'aube de l'univers, et il a trouvé des galaxies qui ne devraient pas être là, et une expansion de l'univers qui ne se comporte pas comme elle devrait. Et peut-être les premiers indices d'une vie sur une autre planète, et une toile cosmique qui s'est tissée plus vite qu'elle n'aurait dû. Et une lumière qui arrive jusqu'à nous avec des secrets encodés dedans que l'on n'arrive pas encore à déchiffrer complètement. Ce n'est pas la fin de la compréhension, c'est son début véritable. Et c'est ça finalement qui est le plus vertigineux dans tout ce que James Webb est en train de faire. C'est pas qu'il confirme ce qu'on pensait savoir, c'est qu'il remet en question ce qu'on pensait savoir. Et en remettant en question, il nous rapproche davantage de la réalité. Parce que la réalité, elle s'en fiche de nos modèles. Elle est là, elle existe, et elle attend qu'on la comprenne. Revenons maintenant sur chacune de ces anomalies, et allons un peu plus loin dans ce que les chercheurs pensent pour l'avenir. Pour les galaxies primordiales massives, les brise-univers, plusieurs pistes sont explorées avec intensité. La première piste, c'est ce qu'on appelle la formation stellaire efficace.
Nos modèles supposent qu'une partie significative du gaz disponible dans une protogalaxie est expulsée par les vents stellaires et les explosions de supernovae avant de pouvoir être convertie en étoiles. Ce qu'on appelle le feedback. Et si, dans les premiers instants de l'univers, ce feedback était moins efficace qu'on ne le pensait, et si, dans les premières centaines de millions d'années, les galaxies parvenaient à convertir une fraction bien plus grande de leur gaz en étoiles, accumulant ainsi une masse stellaire bien plus rapidement, c'est une hypothèse que certains modèles revisités explorent actuellement, et si elle est correcte, elle n'implique pas une remise en question complète du modèle standard. Juste un ajustement d'un paramètre, l'efficacité du feedback qui avait peut-être été mal calibré. La deuxième piste est plus radicale. Elle implique une modification de la nature de la matière noire. Si la matière noire est plus froide que ce qu'on pense, ou si elle interagit d'une façon légèrement différente avec elle-même, les grumeaux de matière noire, qui servent de graines à la formation des galaxies, pourraient se former plus rapidement et concentrer davantage de gaz en moins de temps. Cette hypothèse, appelée la matière noire auto-interagissante, ou SIDM, pour Self-Interacting Dark Matter, est en cours d'évaluation avec les nouvelles données de James Webb. La troisième piste, et c'est la plus explosive, concerne le Big Bang lui-même. Et si notre reconstruction des premiers instants de l'univers était incorrecte? Et si l'univers était légèrement plus vieux que les 13,8 milliards d'années qu'on lui attribue? Même quelques centaines de millions d'années supplémentaires changeraient considérablement ce qu'on peut attendre de trouver à des redshifts élevés. Et cette possibilité n'est pas totalement hors de question. Parce que la tension de Hubble, cette fameuse valeur discordante de la constante d'expansion, implique précisément que notre datation de l'univers est liée à une mesure qui peut-être incorrecte. Pour la tension de Hubble, les propositions de solutions sont nombreuses, mais aucune n'est encore convaincante. Il y a les solutions cosmétiques, c'est dire des ajustements mineurs du modèle standard qui permettent de réduire légèrement la tension sans la résoudre complètement. Par exemple, une énergie sombre légèrement différente dans l'univers primordial, ou une petite quantité d'une composante d'énergie supplémentaire au moment du découplage du CMB, que certains appellent l'énergie sombre primitive. Et puis il y a les solutions révolutionnaires, celles qui impliquent de repenser fondamentalement notre physique, des modifications de la relativité générale, des modèles d'énergie sombre dynamique qui évoluent au cours du temps, des scénarios exotiques impliquant des dimensions supplémentaires ou des interactions inédites entre matière noire et énergie sombre. Et puis, encore plus radical, des chercheurs ont proposé que la tension de Hubble pourrait être le signe qu'il existe une transition de phase dans l'histoire de l'univers, un moment où la nature de l'énergie sombre a changé, et que c'est cette transition que nous ne savons pas encore modéliser correctement. Intéressant, n'est-ce pas? L'idée que l'univers aurait des phases, comme l'eau qui passe de la glace à la vapeur. Sauf qu'ici, on parlerait d'une transition qui aurait changé les règles fondamentales de l'expansion cosmique. Pour les biosignatures de K2-18b, les observations futures de James Webb sont cruciales. Des temps d'observation supplémentaires ont été alloués à ce système planétaire. Les résultats sont attendus dans les mois et les années qui viennent. Et si le signal de sulfure de diméthyle est confirmé avec une plus haute significance statistique, alors la conversation va changer radicalement. Parce que même si ce n'est pas forcément une preuve de vie, il faudrait toujours exclure des processus abiotiques. Ça deviendrait un signal tellement intrigant que toutes les ressources disponibles se tourneraient vers K2, 1,8b, et d'autres planètes sont également dans la ligne de mire de James Webb. Les 7 planètes du système TRAPPIST, situées à environ 40 années-lumière de nous, sont parmi les cibles les plus attendues. 3 de ces planètes TRAPPIST, 1, E, F et G, sont dans la zone habitable de leur étoile. James Webb les observe depuis son démarrage opérationnel. Et si leurs atmosphères montrent quelque chose d'inattendu,
peut-être que la question de la vie dans l'univers cessera d'être philosophique. Pour la structure de la toile cosmique et la tension S8, les chercheurs attendent des relevés de galaxies à plus grande échelle. Le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en juillet 2023, est précisément conçu pour cartographier la toile cosmique sur des volumes beaucoup plus grands. Ces données, combinées avec celles de James Webb, devraient permettre de tester les modèles de matière noire avec une précision inégalée. Et puis il y a le Vera C. Rubin Observatory au Chili, qui va réaliser un relevé d'une grande partie du ciel pendant 10 ans à partir de 2025. Les milliards de galaxies cataloguées par ce télescope permettront de cartographier la matière noire avec une résolution sans précédent. La convergence de ces instruments, James Webb, Euclide, Rubin, représente une révolution dans notre capacité à tester nos modèles. Et cette révolution est en cours, maintenant, en temps réel. Bon, il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, et j'ai hésité à l'inclure, parce que ça sort un peu du domaine de la science confirmée pour entrer dans celui de la spéculation informée. Mais je pense que ce serait une erreur de terminer ce voyage sans y toucher. Parce que ces 5 anomalies, prises ensemble, dessinent quelque chose. Un motif troublant. Et ce motif, c'est le suivant. À chaque fois qu'on regarde l'univers, avec des instruments plus puissants, à chaque fois qu'on améliore notre résolution, notre sensibilité, notre précision, on ne confirme pas nos modèles. On les remet en question. Ce n'est pas nouveau. L'histoire de l'astronomie en est pleine. La découverte que la Terre n'est pas le centre du système solaire. La découverte que le Soleil n'est pas le centre de l'univers. La découverte que la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards. Chaque avancée instrumentale a provoqué une révolution conceptuelle. Mais ce qui est différent avec James Webb, c'est l'ampleur. Ce n'est pas une anomalie isolée dans un coin marginal de la cosmologie. Ce sont des anomalies au cœur de nos théories les plus fondamentales. Les galaxies primordiales remettent en question notre compréhension de la formation des structures. L'attention de Hubble remet en question notre mesure de l'expansion de l'univers. Les biosignatures potentielles remettent en question notre hypothèse de solitude cosmique. La toile cosmique remet en question notre modèle de matière noire. Et l'homogénéité de l'univers remet en question le principe cosmologique lui-même. 5 anomalies, 5 fissures dans 5 piliers différents de notre cosmologie. C'est beaucoup. Et voilà ce que je me demande, et c'est une question que je pose sincèrement, sans rhétorique. Et si ces 5 anomalies étaient liées? Et si elles étaient les symptômes d'un seul et même problème fondamental que notre cadre théorique actuel est incapable d'appréhender? Les grandes révolutions scientifiques ont souvent eu cette structure. Avant Einstein, il y avait plusieurs anomalies dans la physique classique. L'éther luminifère qui n'existait pas, le rayonnement du corps noir qui ne collait pas avec les prévisions classiques, les orbites de Mercure qui ne correspondaient pas exactement aux calculs newtoniens, des anomalies différentes dans des domaines différents. Et puis Einstein est arrivé avec la relativité restreinte d'abord, puis générale, et d'un seul coup, toutes ces anomalies trouvaient une explication cohérente dans un nouveau cadre théorique. Est-ce qu'on est à la veille d'un moment einsteinien en cosmologie? Est-ce qu'il y a quelque part une théorie plus profonde qui rendra les galaxies primordiales cohérentes, qui expliquera l'attention de Hubble, qui donnera un sens aux observations de James Webb dans leur ensemble? Peut-être. Ou peut-être que c'est simplement un ensemble d'ajustements mineurs du modèle existant et que dans 10 ans, on regardera en arrière et on se dira qu'on a eu peur pour rien. La science ne promet pas de réponse. Elle promet des méthodes. Et des méthodes, on en a. Et des instruments exceptionnels, on en a. Et une communauté scientifique d'une remarquable intégrité intellectuelle, on en a aussi. Mais les réponses, elles viendront quand elles viendront. Je veux prendre un moment pour te parler de ce que j'appelle l'effet James Webb sur nos cerveaux. Parce que ce télescope ne fait pas que de la science. Il fait quelque chose à notre psychologie collective.
à notre façon de nous percevoir dans l'univers. Quand les premières images ont été publiées en juillet 2022, ces images extraordinaires de nébuleuses et d'amas, de galaxies d'une richesse et d'une précision jamais vues, quelque chose de particulier s'est passé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les gens n'ont pas réagi comme à une avancée technologique. Ils ont réagi comme à une expérience esthétique, presque spirituelle. Des millions de personnes dans le monde ont regardé ces images et ont ressenti quelque chose d'indéfinissable, un sentiment de petitesse, mais pas un sentiment d'insignifiance, plutôt un sentiment d'appartenance, d'être une partie de quelque chose d'immense. Et je pense que c'est là la vraie puissance de James Webb, pas seulement dans les données, pas seulement dans les anomalies, mais dans cette capacité à nous mettre face à l'univers d'une façon viscérale. Parce que regarder une image de milliers de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, chacune vieille de milliards d'années, et savoir que cette image représente un carré de ciel aussi petit qu'un grain de sable tenu à bout de bras, c'est une expérience de pensée qui devient une expérience sensorielle. Et cette expérience-là change quelque chose dans ton rapport à l'existence. Laisse-moi maintenant te parler de quelques détails supplémentaires sur James Webb lui-même, parce que je pense qu'on n'apprécie jamais vraiment ces découvertes sans comprendre l'instrument qui les rend possibles. James Webb est situé au point de Lagrange-L2 du système Soleil-Terre. C'est un point de l'espace situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil. À ce point, la gravité combinée du Soleil et de la Terre maintient le télescope en orbite stable avec la Terre. Et l'avantage de cette position, c'est que James Webb peut à tout moment utiliser la Terre et la Lune comme bouclier contre la chaleur et la lumière du Soleil, ce qui est crucial pour son fonctionnement, parce que James Webb observe principalement dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est la chaleur. Pour détecter des signaux infrarouges extrêmement faibles en provenance de galaxies lointaines, le télescope lui-même doit être extrêmement froid. Il fonctionne à environ moins 279 degrés Celsius, soit à peine 10 à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Le froid le plus profond que l'ingénierie humaine ait jamais maintenu à une telle distance. Et l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes, c'est son pare-soleil. Ce pare-soleil déployable, qui a d'ailleurs été l'un des moments les plus stressants du lancement, en janvier 2022, quand il s'est déployé manuellement selon une séquence de 270 charnières et câbles motorisés, est aussi grand qu'un court de tennis, 21 mètres sur 14,2 mètres. Il est constitué de 5 couches de kaptones métallisés et il réduit la chaleur reçue du Soleil d'un facteur 200 000. 200 000 fois moins de chaleur, c'est ça qui permet au télescope d'être aussi froid. Et c'est ce froid qui lui permet de voir aussi loin. Parlons maintenant de l'un des instruments scientifiques les plus importants à bord de James Webb, parce qu'il est directement responsable de plusieurs des découvertes dont on a parlé. Le NIRSPEC, pour Near Infrared Spectrograph, est un spectrographe à multiples objets. C'est à dire qu'il peut prendre simultanément les spectres de 100 objets différents en même temps, 100 spectres en une seule exposition, pour des objets à des milliards d'années-lumière. C'est grâce au NIRSPEC qu'on a pu confirmer les redshifts des galaxies primordiales. C'est grâce au NIRSPEC qu'on a détecté le dioxyde de carbone dans l'atmosphère de WASP, 39b. Et c'est le NIRSPEC qui, dans les années à venir, sera potentiellement responsable de la confirmation ou l'infirmation des biosignatures dans des atmosphères d'exoplanètes. Et puis il y a le MIRI pour Mid-Infrared Instrument qui observe dans des longueurs d'onde infrarouges encore plus longues. C'est le MIRI qui permet d'observer les nuages de poussière froide, les disques protoplanétaires, les régions de formation d'étoiles avec une précision extraordinaire. Ce sont ces deux instruments, parmi les 4 instruments scientifiques principaux de James Webb, qui génèrent la majorité des données qui révolutionnent notre compréhension de l'univers. À ce stade, je veux prendre un moment pour te présenter quelques-uns des chercheurs qui se trouvent au cœur de ces découvertes. Parce que je pense qu'il est important de rappeler que derrière ces données, ces graphiques,
ces publications scientifiques, il y a des êtres humains. Des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie à comprendre l'univers. Il y a Jane Rigby, la scientifique de projet de James Webb à la NASA, une chercheuse qui a travaillé pendant des années à s'assurer que le télescope fonctionnerait comme prévu. Et quand les premières images sont arrivées, et qu'elles étaient au-delà de toutes les espérances, elle a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle a dit que James Webb avait surperformé leurs prévisions les plus optimistes, que le télescope était meilleur qu'il ne l'avait espéré, meilleur qu'espéré. Et pourtant, ce qu'il a trouvé a déstabilisé leur modèle. Il y a Pieter van Dokkum de l'université de Yale qui travaille sur les galaxies primordiales et dont les analyses ont contribué à confirmer que ces objets massifs ne s'insèrent pas dans nos modèles actuels. Il y a Wendy Friedman de l'université de Chicago qui est l'une des expertes mondiales de la constante de Hubble et dont les mesures avec James Webb viennent d'ajouter une couche supplémentaire de complexité à la tension de Hubble. Et il y a des dizaines, des centaines d'autres chercheurs dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, qui chaque matin ouvrent les nouvelles données de James Webb avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Parce que chaque nouveau jeu de données peut soit résoudre une question, soit en créer de nouvelles. Et pour l'instant, c'est surtout de nouvelles questions. Voilà quelque chose que je voudrais te demander de considérer. Ces 5 anomalies, ces 5 découvertes troublantes de James Webb, elles ne sont pas que des abstractions scientifiques. Elles touchent à quelque chose de plus profond, à notre façon d'exister dans cet univers. La première anomalie, les galaxies primordiales, soulèvent la question de la rapidité avec laquelle la complexité peut émerger. Si des structures aussi sophistiquées que des galaxies massives pouvaient se former si vite après le Big Bang, alors la complexité peut être une propriété plus fondamentale de l'univers qu'on ne le pensait. Et si la complexité est fondamentale, alors la vie, en tant qu'une forme de complexité organisée, est peut-être moins exceptionnelle qu'on l'imaginait. La deuxième anomalie, la tension de Hubble, pose la question du temps. Si notre mesure de l'expansion de l'univers est incorrecte, notre datation de l'univers est incorrecte. Et si le temps lui-même se comporte différemment, à grande échelle, qu'est-ce que ça signifie pour notre expérience subjective du temps? Rien, probablement. Mais ça rappelle que le temps que l'on vit chaque jour n'est qu'une infime, imperceptible tranche d'une réalité temporelle infiniment plus vaste et plus complexe. La troisième anomalie, les biosignatures de K2, un 8B, est la plus personnelle, parce qu'elle soulève la question de la solitude. On a longtemps été seul dans l'univers, ou du moins on le pensait. Et si James Webb nous disait que l'univers est plein de vie, que partout où les conditions sont réunies, la vie émerge, que notre planète n'est pas un miracle, mais une occurrence banale, dans un univers fourmillant d'existence, ou à l'inverse, si James Webb ne trouve jamais de biosignature convaincante, même dans les systèmes les plus prometteurs, est-ce que ça voudrait dire qu'on est vraiment seul? Et qu'est-ce qu'on ferait avec ça? La quatrième anomalie, la toile cosmique accélérée, parle de la rapidité avec laquelle l'ordre peut émerger du chaos. L'univers s'est organisé plus vite qu'on ne le croyait. La complexité est apparue plus tôt. Et si c'est vrai partout, si c'est une propriété générale de notre cosmos, alors ce cosmos est beaucoup plus fertile, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créateur qu'on ne l'imaginait. La cinquième anomalie, l'homogénéité en question, est la plus philosophique. Elle soulève la possibilité que notre position dans l'univers soit particulière, que ce qu'on observe soit une vue biaisée. Et si c'est vrai, est-ce qu'on peut jamais prétendre connaître l'univers, ou est-on condamné à observer notre petite fenêtre locale et à en extrapoler tant bien que mal? Je veux faire une pause et être honnête avec toi sur quelque chose. Je ne suis pas un astrophysicien. Je suis quelqu'un qui s'est passionné pour ces questions. Quelqu'un qui lit les publications, qui suit les conférences, qui essaie de comprendre. Et dans cet exercice, je me retrouve souvent dans la même position que toi, dans l'inconfort de l'ignorance, de ne pas savoir, de ne pas comprendre complètement. Et je trouve que c'est une position productive, honnête, réelle, parce que la tentation, quand on parle de ces sujets, c'est de donner des certitudes là où il n'y en a pas, de trancher
là où la science hésite encore, de donner des réponses définitives à des questions qui ne l'ont pas encore. Et je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est te transmettre fidèlement l'état des connaissances actuelles, avec ses zones d'ombre, avec ses contradictions, avec ses fissures. Parce que les fissures, c'est là que la lumière entre. C'est là que les découvertes se font. Et James Webb est en train de créer de nombreuses fissures. Et dans ces fissures, la lumière, et je parle ici d'une lumière métaphorique, d'une lumière de compréhension, cette lumière commence à filtrer lentement, imparfaitement, mais réellement. Revenons un instant sur quelque chose que j'ai mentionné en passant et qui mérite qu'on s'y arrête plus longuement. La vitesse. Ces découvertes, elles arrivent à une vitesse qui est elle-même sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. James Webb a été déclaré pleinement opérationnel en juillet 2022. Nous parlons donc de moins de 3 ans d'observation scientifique complète et en moins de 3 ans, il a déjà remis en question plusieurs des piliers de la cosmologie moderne. Hubble a fonctionné pendant plus de 30 ans. Il a fait des découvertes extraordinaires, la confirmation de l'expansion accélérée de l'univers, les preuves visuelles de l'existence des trous noirs supermassifs, les toutes premières images de galaxies à des redshifts relativement élevés. Mais Hubble n'a jamais provoqué autant de remises en question fondamentales en si peu de temps. C'est parce que James Webb est dans une catégorie différente. Sa sensibilité dans l'infrarouge, sa résolution angulaire, sa capacité à faire de la spectroscopie à des distances jamais atteintes, tout cela le place dans une classe à part. Et il n'a encore réalisé qu'une fraction de son programme scientifique prévu. James Webb est conçu pour fonctionner au minimum 10 ans. Peut-être 20 ans ou plus, si la précision du lancement lui permet d'économiser suffisamment de carburant. Et en effet, le lancement de décembre 2021 a été d'une précision telle que la mission a économisé une quantité substantielle de carburant, ce qui devrait lui permettre de fonctionner bien au-delà des 10 ans minimum. 20 ans. Imagine un instant ce que 20 ans de données de James Webb vont produire. Imagine les galaxies qu'il va cataloguer, les atmosphères d'exoplanètes qu'il va analyser, les trous noirs qu'il va observer en train de se former dans les premiers instants de l'univers, les supernovae qu'il va capturer en temps réel, les nébuleuses qu'il va cartographier avec une précision qui nous permettra de comprendre la naissance des étoiles comme jamais auparavant. Ce n'est que le début. Et voilà quelque chose qui me frappe profondément quand je pense à James Webb dans le contexte plus large de l'histoire scientifique. Galilée, en pointant sa lunette vers le ciel en 1610, a vu les lunes de Jupiter, des corps célestes qui orbitaient clairement autour de quelque chose d'autre que la Terre. Et ça a suffi à ébranler une cosmologie entière, le géocentrisme, qui avait dominé la pensée humaine pendant des millénaires, un simple instrument, une simple observation. Et tout a changé. James Webb, c'est peut-être notre moment Galilée du XXIe siècle. Pas parce qu'il confirme une révolution déjà amorcée, mais parce qu'il pourrait en déclencher une nouvelle. Une révolution que nous n'avons pas encore les mots pour nommer. Une révolution dont nous ne voyons que les premiers signes, les premières perturbations, les premiers frissons avant le séisme. Et je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, quand les historiens de la science regarderont en arrière, ils diront que les premières années de James Webb ont été le début de quelque chose de fondamental. Quelque chose qui a changé notre compréhension de l'univers de façon aussi profonde que Copernic, que Newton, qu'Einstein. Ou bien, ils diront que toutes ces anomalies ont été résolues par des ajustements mineurs du modèle et que James Webb a confirmé l'essentiel de ce qu'on pensait savoir. Les deux sont possibles. Et c'est ça qui est merveilleux dans la science, c'est qu'on ne sait pas encore. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette odyssée que tu viens de vivre avec moi. James Webb ne nous a pas donné de certitude. Il nous a donné quelque chose de plus précieux, des questions. Des questions qui ne se posaient pas avant. Des questions qui émergent directement de l'observation de la réalité. Des questions qui indiquent que notre carte du cosmos est incomplète, que là où on croyait avoir des routes
bien tracée, il y a des terra incognita, des régions inconnues, des blancs sur la carte. Et les blancs sur une carte ne sont pas une raison de désespérer. Ils sont une invitation à explorer. James Webb est notre boussole, notre caravelle, notre navette vers l'inconnu. Et il vient juste de commencer son voyage. Mais avant de terminer, je veux te laisser avec une pensée qui me hante depuis que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ces découvertes. Nous sommes, en ce moment même, à un instant particulier de l'histoire humaine. Un instant où notre capacité à observer l'univers vient de faire un bond extraordinaire. Un bond qui nous expose à une réalité plus complexe, plus riche, plus troublante que tout ce qu'on avait imaginé. Et dans le même temps, nous sommes à un instant où nos théories, nos meilleures théories, construites par les esprits les plus brillants de l'histoire, commencent à montrer des fissures, pas des fissures dans les détails, des fissures dans les fondations. Ces deux choses coexistent, la beauté des observations et l'inconfort des contradictions. Et je pense que c'est important de vivre avec cet inconfort, de ne pas chercher à le combler trop vite avec des certitudes prématurées, de laisser les questions rester des questions le temps qu'il faut pour trouver les vraies réponses. Parce que les fausses réponses sont pires que les vraies questions. Et James Webb, en posant ces vraies questions, nous rend un service inestimable. Il nous dit « Le cosmos est plus grand, plus ancien, plus mystérieux, plus vivant, plus étrange que tout ce que vous avez jamais imaginé. » Et vous avez à peine commencé à le regarder. Alors voilà, on a voyagé ensemble à travers 5 anomalies, 5 abîmes ouverts dans notre compréhension de l'univers. Des galaxies qui n'auraient pas dû exister dans un univers si jeune. Une expansion de l'univers qui refuse de suivre nos équations. Peut-être les premiers frémissements d'une vie à 120 années-lumière. Une toile cosmique tissée trop vite par une matière noire qu'on comprend encore trop peu. Et l'inquiétante possibilité que notre fenêtre sur l'univers soit déformante. Est-ce que ces mystères ont une solution ? Oui, probablement. La science finit toujours par trouver, pas toujours de la façon dont on attendait, pas toujours avec les outils qu'on pensait utiliser, pas toujours on confirme ce qu'on espérait, mais elle trouve. Est-ce que les réponses arriveront demain ? Non. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être que certaines de ces questions resteront ouvertes pour des générations entières de chercheurs, et c'est d'accord. C'est ainsi que ça devrait être. Parce que si on avait toutes les réponses, on n'aurait aucune raison de continuer à regarder le ciel. Je pense à cette image que James Webb a capturée lors de ses premières semaines opérationnelles. L'amas de galaxies SMACS 07, 2, 3, ces milliers de points de lumière, chacun une galaxie entière, certains déformés par la lentille gravitationnelle en arcs magnifiques, d'or, de blanc, de rouge. Chaque point de lumière dans cette image est une galaxie qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Et cette image représente un carré de ciel aussi petit qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Combien de grains de sable dans le ciel, combien de milliards de galaxies que James Webb n'a pas encore regardées. Combien de mystères qui attendent encore d'être découverts. L'univers est immense, notre ignorance est immense, et c'est la chose la plus magnifique qui soit. Voilà ce que je pense, au fond, être le vrai message de James Webb. Pas la certitude, pas la confirmation, mais l'invitation. L'invitation à regarder plus loin, à questionner plus profondément, à accepter que la réalité est toujours plus complexe, plus belle, plus déroutante que ce qu'on avait prévu. L'univers ne nous doit pas la simplicité, il ne nous doit pas la clarté, il ne nous doit pas des réponses qui rentrent dans nos modèles. Il nous doit simplement d'être ce qu'il est. Et James Webb est en train de nous le montrer. Pour la première fois, vraiment. Est-ce que tu repenseras à ce que tu viens d'entendre la prochaine fois que tu regarderas le ciel la nuit? Est-ce que tu verras ces étoiles différemment, en sachant que chacune d'elles est le centre d'un système planétaire potentiel, avec ses propres planètes, ses propres atmosphères, ses propres mystères, en sachant que certaines de ces étoiles abritent peut-être des atmosphères qui portent en elles des signatures chimiques
qui font battre le cœur des astrobiologistes. Est-ce que tu penseras à ces galaxies primordiales, ces brise-univers qui n'auraient pas dû être là, qui brillaient déjà dans le cosmos quand notre Soleil n'existait pas encore, quand la Terre n'existait pas encore, quand la vie sur Terre n'existait pas encore? Est-ce que tu ressentiras, comme moi, cette tension entre le vertige de l'ignorance et la beauté de la découverte? J'espère que oui, parce que c'est ça, finalement, le cadeau de James Webb. Pas juste des images, pas juste des données, pas juste des anomalies. C'est le cadeau d'un regard nouveau sur un univers qui était là depuis toujours, qui sera là après nous, qui obéit à des lois que l'on commence à peine à deviner. Et dans ce regard, il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose d'humain, la curiosité. Cette curiosité qui a poussé nos ancêtres à regarder les étoiles, il y a des millénaires, cette curiosité qui a guidé Galilée, Newton, Hubble, Einstein, cette curiosité qui a conduit 25 ans de travail acharné, 10 milliards de dollars, 10 à 7 nations et 3500 personnes à déployer un miroir en or dans l'espace et à le pointer vers les confins du cosmos. Et cette curiosité, elle ne trouvera peu être jamais toutes les réponses, mais elle continuera à poser les questions. Et c'est là toute sa grandeur. L'univers a 13,8 milliards d'années. L'humanité a quelques centaines de milliers d'années. La science moderne a à peine quelques centaines d'années. Et James Webb a à peine commencé à regarder. Quelque chose là, dedans, mérite qu'on reste humble, et curieux, et émerveillé. Peut-être que dans un coin reculé de l'univers, à des milliards d'années-lumière, une autre forme de conscience regarde le ciel. Peut-être qu'elle aussi pointe ses instruments vers le cosmos et observe des anomalies qu'elle ne comprend pas. Peut-être qu'elle aussi ressent ce mélange de fascination et de vertige que je t'ai transmis ce soir. Peut-être que la curiosité n'est pas une propriété humaine. Peut-être que c'est une propriété de l'univers lui-même. Et si c'est le cas, alors l'univers se regarde lui-même, à travers nos yeux, à travers nos instruments, à travers James Webb. Et dans ce regard, il y a quelque chose qui ressemble à de la beauté.